en Île-de-France. Écoutez IDFM Sur 98 FM. IDFM, toujours plus proche de vous. Bienvenue, chers auditeurs, dans notre rubrique aéronautique et marine. Présentation Catherine Loubet. Aujourd'hui, nous avons donc comme invité, et qui vient très très souvent donc dans notre émission et à notre radio, Monsieur Alain Roland, qui est président de l'Association des Amis du Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. Il est également pilote, et nous en parlerons après. Aujourd'hui, plus spécialement, nous allons mettre la lumière sur deux avions de collection qui sont d'ailleurs dans un des hangars du Musée de l'Air et de l'Espace. Et nous allons remonter encore une fois dans le temps et dans le génie aussi humain, puisqu'ils ont construit, le génie humain a construit, et cela aux États-Unis, deux avions de chasse qui ont servi pour la dernière guerre et qui certains volent encore d'ailleurs. Et il s'agit pour les connaisseurs d'un P-47 et d'un P-51. Alors plus exactement, le Republic P-47 Thunderbolt et le North American P-51 Mustang. Ce sont deux avions de chasse donc mythiques puisque la dernière guerre, ils ont montré donc toute leur capacité. Et Monsieur Alain Roland, qui est donc président, nous le disions, de l'Association des Amis de l'Air et de l'Espace du Bourget, est venu pour nous en parler, pour nous parler en fait des débuts. Pourquoi ces deux avions plus particulièrement sont-ils aussi mythiques? Monsieur Alain Roland, bonjour. Bonjour. Alors oui, pourquoi ces avions sont mythiques? Alors, a priori, surtout le P-51, le Mustang, qui est pratiquement un avion de légende au même niveau que le Spitfire, dont on avait eu l'occasion de parler un petit peu plus tôt ici également. Oui, on a fait toute une émission. Donc oui. là, ce sont deux avions totalement américains, donc bien construits aux États-Unis, ingénieurs américains, mais on va le voir, pas tant que ça. C'est-à-dire que les origines de ces avions sont liées à des personnages qui sont en fait européens. Et donc, le P-51 est un avion qui a été construit d'abord sur une commande anglaise. Mm-hmm. Ça commence comme ça. Le P-47, lui, de son côté, a été construit par deux ingénieurs géorgiens. Oui. Qui ont immigré après les événements d'octobre 1917. Et donc, c'est messieurs Alexander Seversky et un ingénieur en chef, c'est monsieur Kartveli. Et donc ces deux personnes étaient intégrées dans une entreprise qui s'appelait Seversky Aircraft, du nom du fondateur, Seversky. Alors c'était un personnage assez haut en couleur, et en fait, il a construit quelques avions pour l'armée de l'air, enfin pas encore l'armée de l'air, les forces aériennes américaines, qui s'appelait Seversky, entre autres un engin qui a connu un très grand succès, mais qui était déjà emblématique de la conception générale que sera le P-47 Thunderbolt après, c'est-à-dire un avion un peu ventru derrière un gros moteur en étoile. Donc c'était le P-35. Après, ils ont fait le P-43 et puis les études pour avoir quelque chose d'efficace, parce qu'on commençait à voir, on est là en 1939, 1940. Oui, justement, voilà pour le on contexte. Est là donc pour le contexte, oui. Donc les nuages s'amoncellent sur l'Europe et oui. Il va être question d'être au niveau de ce que font les Allemands en face. Et donc, on commence à faire l'étude de ce qui va devenir le P-47 à ce moment-là chez Seversky. Entre-temps, en 1939, Seversky est tout simplement mis dehors de sa boîte par son bureau, par ses actionnaires, par son conseil d'administration, et ça devient Republic Aviation. Ah voilà, c'est pour ça, le République. Voilà, d'accord. République, voilà. Mm-hmm. Et donc, Kartveli, ingénieur en chef du projet, développe ce P-47, un peu sur le même genre, c'est-à-dire un très gros moteur en étoile. L'avion est très ventru. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les Américains maîtrisent très bien cette technique des moteurs en étoile. Et par ailleurs, un autre dispositif qui permet de ce qu'on appelle compresser le moteur. Alors, il y a deux de grandes techniques. Et ben justement, le P-47 et le P-50 n'ont pas la même. Il y a ce qu'on appelle les turbos,
turbocompresseurs et les compresseurs mécaniques. Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'à mesure qu'on monte, l'atmosphère se raréfie et les moteurs s'essoufflent. Hein. Comme nous, quand on fait de la montagne, à 3000 mètres, on commence déjà à trouver qu'on est moins brillant et à 5000, c'est bien pire. Et donc, les avions sont pareils, les moteurs dits atmosphériques donc doivent être surchargés, compressés. Alors pardon, je vous arrête, monsieur Alain Rolland, juste une seconde. Pour nos auditeurs, encore une fois, la radio, on ne voit pas, mais c'est vrai qu'à travers les mots, on les imagine bien. C'est ce P-47, on va essayer de l'imager, c'est vraiment un gros avion. C'est un très gros avion. Ouais. Même par rapport au P-51 Mustang, il est quand même volumineux, il a un grand nez, si on peut dire, bien. Avion à hélice. Absolument, il y a un seul moteur, un très gros moteur en étoile, et l'avant de cet avion ressemble à un siège de toilette, d'ailleurs, c'est ce que les pilotes lui donnent. C'est moins glamour, ouais. Mais tellement il est gros ce moteur, et la prise d'air qui est en dessous. Alors en fait, pourquoi il est ventru par ailleurs? Parce qu'il y a un tas de tuyaux qui part de l'avant vers l'arrière, où surtout se situe le fameux turbocompresseur. Le turbocompresseur n'est pas dans le compartiment moteur, il est juste derrière le pilote, en dessous de l'avion. Donc il y a une série de tuyaux qui part de l'avant, la prise d'air, vers le turbocompresseur. Après, ça repart vers l'avant, compressé pour aller vers le carburateur. Et entre les deux, pourquoi ça compresse? Parce qu'on a piqué l'air des pipes d'échappement et on fait tourner la turbine du turbocompresseur grâce à ça. D'accord. Voilà. Donc il y a 3 tuyaux qui sont sous les pieds du pilote, qui vont du moteur vers le compresseur qui est à l'arrière, au milieu de la queue. Et donc, ça fait un avion très large, très gros. Volumineux. Ouais. Alors, en fait, il est même lourd parce que, ils ont vu grand. Hein. C'est vraiment de la grosse technique à l'américaine, c'est-à-dire qu'on met 2300 chevaux sur un engin qui pèse quand même 8 tonnes au maximum. Le P-51, on verra tout à l'heure que c'est bien en dessous et que ça a des performances équivalentes, voire même un peu meilleures. Alors, il a un cockpit, mais il a aussi un cockpit qui fait penser... Enfin, il est plus petit par rapport au corps. Oui, bien sûr. L'avion est tellement énorme que le cockpit dessus, c'est une petite bulle. Je dis des bêtises, là, mais il a un cockpit, je veux dire, assez bas quand même. Oui, tout à fait. Alors au début, il y a une première version, comme on faisait à l'époque, on maîtrisait pas trop les bulles de plastique de grande dimension, et donc on faisait des panneaux vitrés qui étaient sur des montants, et donc là, ça faisait un peu comme une verrière de serre. Hein, donc, voilà. Ça, et après, la dernière version la plus produite, c'est la version D, P-47D. Alors il y a une avancée industrielle qui fait qu'on peut faire des grandes bulles d'une seule pièce. Les Anglais ont commencé avec ça, et donc les Américains retiennent le procédé, mettent des verrières bulles, donc qui donnent une bien meilleure visibilité au pilote, bien sûr, en particulier vers l'arrière. Et là, c'est un monoplace. Absolument, précise, absolument. Les deux sont des avions de combat, de chasse, monoplace. Hein. Alors donc le Thunderbolt, c'est un monstre. Au départ, ce fameux turbocompresseur lui permet d'avoir des performances assez étonnantes à haute altitude. Malgré le fait qu'il n'ait pas une très grande aile, mais c'est pas vraiment un avion taillé pour ça. Mais bon, environ 12 000. Oui, ça monte jusqu'à presque. Ouais. Mais disons que l'énorme moteur plus le turbo donne à cet avion des performances en altitude qui sont très intéressantes. En fait, l'histoire montrera qu'il sera surtout utilisé à basse altitude, mais pour d'autres raisons. Parce que, on revient aussi un petit peu sur le contexte de l'époque. Quelle est l'idée pour avoir un avion de chasse au-dessus de l'Europe? Pourquoi les Américains veulent un avion de chasse au-dessus de l'Europe? Pourquoi? Eh bien parce que on a, dans l'idée des grands responsables américains des forces aériennes de l'époque, l'idée que la guerre va être gagnée par des bombardiers. Alors ça s'appelle le bombardement stratégique, et les Anglais adhèrent à la même idée. Eux font ça de nuit parce qu'ils se sont fait étriller au début de la guerre sur les premiers raids qu'ils ont fait sur les villes, les industries allemandes. Oui. Les Américains reprennent la même idée, mais eux avec la certitude que les bombardiers vont passer, toujours. Donc les bombardiers sont hérissés de mitrailleuses. Sur un B-17, il y a 10 mitrailleuses, il y a 10 membres d'équipage, 12 mitrailleuses, enfin c'est monstrueux, on embarque presque plus de mitrailleuses que de bombes, et je caricature quand même. Mais on s'aperçoit très vite que cette belle idée de l'état-major est totalement erronée. C'est-à-dire que non seulement les avions, qui sont dotés aussi de turbocompresseurs, hein, le B-17 en particulier, monte au moins à 6000 mètres. Donc, ils bombardent d'assez haut, la précision s'en ressent. Mais surtout, ce qu'on n'avait pas du tout vu venir, c'est que non seulement la DCA va pratiquement jusqu'à cette hauteur-là, mais surtout, c'est que la chasse ennemie existe. Ah, surprise. Et alors, donc ça n'a pas du tout été prévu au départ par les états-majors. Et donc, c'est la panique pour essayer de trouver un moyen de protéger ces bombardiers quand ils sont au-dessus de l'Allemagne. Et rapidement. Et vite, oui. Et là, le P-47, il est disponible, hein.
Donc, bah oui, mais sauf que le P-47, c'est un énorme engin avec son gros moteur qui consomme beaucoup de pétrole. Et donc, enfin d'essence à l'époque. Et donc, en fait, il n'a pas l'autonomie nécessaire pour accompagner les bombardiers sur l'Allemagne. Donc, on commence petit à petit, on invente des solutions de secours, ce qu'on appelle les réservoirs supplémentaires, qu'on accroche sous le fuselage ou sous les ailes, pour essayer d'aller plus loin. Mais en fait, le P-47, il ne va pas plus loin que les côtes hollandaises, en partant d'Angleterre. Ça ne va pas loin pour protéger les bombardiers qui vont très loin en Allemagne. Et puis, ensuite, on met des réserves supplémentaires. Alors là, il peut aller jusqu'au-dessus de la Hollande, mais il peut, même avec les toutes dernières versions en 44, il ne va pas vraiment jusqu'à Berlin, quoi. Alors que le P-51, lui, il le peut. Et alors donc, c'est un des gros problèmes avec le P-47, c'est que, c'est avec un autre avion plus gros, un bimoteur qu'on appelle le P-38, qui, lui, peut aller en distance, mais qui est moins efficace en tant que chasseur. Donc le P-47, on l'utilise parce qu'il n'y a pas le choix, quoi. On y va avec ce qu'on a. Et avec la qualité des pilotes, leur formation de très bon niveau, etc., on arrive quand même à faire de cet avion un avion efficace. Mais très vite, on s'aperçoit qu'il vaut mieux laisser la main à un autre avion qui est plus adapté à ces vols de longue distance et à la fois de chasse, quoi. Apparemment, pardon, hein, le P-47, il aurait été mis en service en 1942 et sa première mission en 1943. Voilà, c'est ça. Il arrive en escadron pour la 8e Air Force, donc c'est ça, en fin 42, et il commence à connaître le combat assez rapidement à ce moment-là. Et donc, alors, il a quand même des qualités. Outre le fait qu'il peut voler très haut facilement avec ce moteur, il est aussi lourdement armé, 8 mitrailleuses de 12,7. L'armement 12,7, c'est standard aux États-Unis à l'époque. Tous leurs avions sont équipés avec ça. Où se trouvent-elles, ces mitrailleuses ? Dans les ailes. Dans les ailes. Donc, on en met 4 par côté. Donc, c'est une grosse... il y a 3400 coups de disponibles pour les 8 mitrailleuses. Donc, il y a de quoi avoir une certaine puissance de feu. Et puis, donc, plus tard, on va s'apercevoir qu'il n'est pas idéal pour... donc, faute de distance franchissable pour couvrir les bombardiers. Après, on va l'utiliser en avion d'appui-feu. Donc, entre autres, pendant les journées suivant le débarquement de Normandie en 44, juin 44, là, on va s'apercevoir que le P-47 est un très très bon avion à basse altitude, puis il peut emmener plein de bombes, de roquettes, etc. Enfin, après, ça devient ce qu'on appellera après un chasseur bombardier. C'est plus tout à fait qu'un chasseur. Alors, pour revenir, je vois aussi qu'il a une hélice qui est très grande, énorme, du fait qu'il est très gros. Alors, en fait, il y a eu 2 versions d'hélice. Il y en a une qu'ils ont appelée une espèce d'hélice comme une pale, un rame, comme pour un canoë-kayak. Elle a une forme très particulière. Et avec ça, ils ont beaucoup amélioré les performances de montée. L'hélice était bien mieux adaptée à l'avion. Et donc, en 44, ils ont eu une meilleure hélice qui a beaucoup surpris certains pilotes allemands qui ne voyaient pas arriver le coup, parce qu'ils pensaient que, entre pilotes, ils savent très bien quels sont les plus et les moins de chaque avion. Et donc, quand ils ont eu seulement changé les hélices sur le P-47, les pilotes allemands qui se sont trouvés avec des configurations qu'ils n'avaient pas imaginées contre un P-47. Alors, le gros avantage du P-47, c'est surtout avec ce énorme moteur en étoile, c'est que c'est un avion hyper solide. Il peut encaisser le feu. Y a des P-47 qui sont rentrés dans des états mais pas possibles, avec 2 cylindres éclatés, de l'huile partout, et ils rentraient 1h30 de vol dans cet état-là et ça rentrait. Il y a même un exemple très connu d'un pilote qui escorte une mission de bombardier, se fait tomber dessus par un avion allemand, mitraillé copieusement. Le pilote se retrouve avec l'avion qui commence à fumer, à brûler, il part en vrille, il commence à chercher à éjecter, il tire sa verrière, la verrière ne veut pas s'ouvrir, il peut même pas sortir, donc il sort de vrille, il reprend le contrôle de son avion, finalement en piquant à mort, il éteint l'incendie, et hop, cap sur l'Angleterre. Et oui, sauf que ça, c'est le genre de proie facile qu'adorent les chasseurs adverses. Et donc, il y a un Allemand qui finit par le suivre et puis par essayer d'avoir une victoire facile par un coup de grâce, quoi. Alors, l'Allemand se pointe et lui tire dessus, rafale sur rafale. Et au bout d'un moment, il épuise ses casés à munitions. Et le pilote allemand vient en formation sur le P-47, fait un petit coucou au pilote et il dégage, il a plus d'armes, il peut plus tirer. Non. Donc le P-47 rentre, mais comme une écumoire, vraiment troué de partout. Et il faudra, après l'atterrissage, que les mécanos forcent la bulle, la verrière, pour arriver à sortir le pilote de là-dedans. Heureusement, ça n'a pas brûlé. Donc là, c'est une légende à ce point de vue-là, le P-47. Pour arriver à casser un P-47, les pilotes allemands le savent d'ailleurs, pour arriver à descendre un P-47, il faut
faut vraiment s'y prendre de bonne heure, comme on dit. Hein. Alors, on peut juste dire, bien sûr, il a équipé ce P-47, l'US Air Force, Oui. La Royal Air Force, Un petit peu, oui. deux puis un peu escadres les- françaises, apparemment, Oui, et une escadre exact. brésilienne. Oui, Un escadron, il a enfin. été utilisé effectivement par quelques pays étrangers, Mm. et dont nous en France, parce qu'on a été rééquipé avec du matériel anglais et américain à la fin de la guerre, après 1943, après le débarquement de l'Afrique du Nord. Mhm. Et donc là, les Alliés nous ont rééquipé en matériel moderne, dont les P-47, qui ont servi pendant, entre autres, la campagne d'Alsace en 1944. Et celui qui est au musée Oui. a fait partie de ces avions qui ont été engagés par les forces françaises en appui au sol. Parce que là, il était utilisé que comme avion d'appui au sol. Et donc, il a... Sa vitesse, on a 500 et c'est quelques. un avion qui a... Oui, il est légèrement en dessous des 700 km/h en vitesse maximum, D'accord. en palier horizontal. C'est pas ridicule. Hein. Non, c'est- Il est... Alors, compte tenu de sa masse, hein, Oui. c'est pas compliqué, le P-47, il fait à peu près, à vide, la masse maximum du Mustang. Hein. C'est-à-dire d'accord. qu'il fait 4,5 tonnes à Ah vide. ouais, à vide, Et ouais. à pleine charge, quand il est chargé au maxi, c'est 8 tonnes. Pour un chasseur, à l'époque, c'est monstrueux. Oui. Et donc, le Mustang fait 5 tonnes, un peu plus de 5 tonnes de masse maxi au décollage. C'est 3,5 tonnes à vide. Mm, mm. Donc, vous voyez, l'écart est considérable. Ouais, ouais. Et donc, bon, c'est vraiment un avion. Et à lui seul, c'est un avion dans sa catégorie, quoi. Mm. Vraiment, un chasseur de cette taille, c'était unique à l'époque. Alors, ce petit avion, si on peut sourire, hein, Hmm. est arrivé au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget en 1963. Voilà, c'est ça, oui, oui. Alors, il a donc été utilisé par l'armée de l'air française, hein, Mm. et puis après, il est arrivé au musée de l'air en 63. Voilà, Mhm. c'est ça. Alors, il a des couleurs qui sont pas celles qu'il a connues quand il était dans l'armée de l'air auparavant en opération, mais c'est pas grave. Bon, il a quand même la couleur française. Alors, pour nos auditeurs, on le trouve, ce bel avion-là. Hein. Oui, dans le haut de Seconde Guerre mondiale, juste à côté du DC-3 Dakota, dont on a parlé aussi un petit peu auparavant. Et ils sont l'un à côté de l'autre, hein, le P-51 et Alors le, justement, et le avant P-47. de parler de ce fameux P-51 également Mustang, on va faire une pause musicale américaine. Eh bien, chers auditeurs, toujours sur Aéronautique et Marine IDFM Radio Anguin, avec notre invité, Monsieur Alain Roland, président du musée de l'air, pas du musée, pardon, de l'association des amis du musée de l'air et de l'espace, et pilote également. Et là, nous avons parlé du P-47 Thunderbolt, et nous allons maintenant parler du P-51 Mustang North American. Donc, ce sont deux avions de chasse de la dernière guerre, 39-45, avec des avions mythiques. Donc là, nous avons parlé du P-47, Monsieur Alain Roland, et nous allons parler maintenant de ce fameux Mustang. Quand les personnes parlent du Mustang, du P-51, on voit leurs yeux qui brillent. Oui, c'est un avion de légende, effectivement. Pourquoi C'est souvent considéré comme un des meilleurs chasseurs, voire même certains, les aficionados, considèrent que c'est le meilleur chasseur à hélice de toute la Seconde Guerre mondiale. Oui. Ce qui est peut-être un peu exagéré, parce que bon, il y a beaucoup d'avions qui avaient des performances équivalentes au Mustang, mais c'est vrai que le Mustang est, comme le Spit, un peu, Oui. pendant la Seconde Guerre mondiale, un avion qui restait un avion de légende, absolument. Alors, je disais tout à l'heure, c'est un avion qui est très original parce que... Le Spit, en fait, pardon, Monsieur Alain Roland, le Spit, mais pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le Spitfire. Enfin, le Spitfire, Voilà. ouais. Bien sûr, bien sûr. Et donc, le Mustang, à l'origine, est une commande britannique. Pourquoi ? Parce que, comme chez nous en France, à la fin des années 30, il y a une grande inquiétude des responsables, des chefs d'état-major, parce qu'on a l'impression qu'on va manquer de matériel pour lutter contre les forces nazies. Et c'est pas faux. Et donc, des commissions françaises et anglaises partent aux États-Unis pour acheter du matériel américain. Et à l'époque, le chasseur de base de l'armée de l'air américaine, c'est le Curtiss P-40, qui est connu avec sa gueule de requin sur le capot moteur, et puis dans les films comme Tora, où on en voit un ou deux voler. D'ailleurs, sa gueule de requin, si je peux me permettre, il y a même des peintres qui ont peint carrément les dents du requin sur son nez. Absolument, c'est ça, oui. Et alors donc, ce P-40 est le chasseur standard de l'armée américaine tout à fait au début des années 40, mais il n'a pas des performances exceptionnelles. Mais bon, les Anglais, ils savent que cet avion existe, donc ils essaient de le commander. Quand ils arrivent chez le constructeur, Curtiss, on leur dit, écoutez, on est désolé, mais notre capacité industrielle est saturée, on ne peut pas vous en faire pour vous. Par contre, allez voir si un de nos concurrents peut vous en construire sous licence. Donc, ils vont voir la maison North American, qui
reçoit les Anglais. Finalement, après petite discussion, le dirigeant Kingelberger, alors lui aussi c'est un personnage, le patron dit Dutch Kingelberger, c'est un Hollandais. Donc ça a encore une petite touche européenne. Et donc Kingelberger leur dit aux Anglais, bah écoutez, plutôt que de vous faire un avion sous licence, on vous proposerait bien un de nos avions. Alors effectivement, c'est une petite entreprise qui a fait jusqu'à ce moment que des avions d'entraînement, dont le fameux T6. Et donc, ils proposent aux Anglais un dessin de leur bureau d'études. Alors, le bureau d'études, en gros, c'est surtout un certain Edgar Schmid, qui, lui, est allemand, tout simplement. Et lui, il a quitté l'Allemagne nazie, donc c'est très récent, à ce moment-là pour lui, et il est allé faire un crochet par le Brésil avant de rentrer aux États-Unis et d'intégrer North American. Finalement, c'est un Allemand C'est un Allemand qui a dessiné l'avion, oui, avec un patron hollandais. Bon, poursuivons. Avec une commande anglaise. Hein. Oui. Et alors, ça va se voir dans l'histoire de l'avion. Parce que, donc, les Anglais disent, bon, oui, pourquoi pas, à condition que vous nous fassiez ça assez vite, 120 jours. Ah, ok. En fait, les études sont déjà bien avancées dans les bureaux de Schmid. Et donc, ils sont capables de respecter le contrat, y compris avec un retard dans la livraison du moteur. Parce que, bon, les Américains donnent des priorités pour ces moteurs à leur fameux Curtiss P-40. Et donc, le prototype vol, il s'appelle le ENA 73. Et tout de suite, on s'aperçoit que c'est un excellent avion. Et pourquoi ? Il y a 2 raisons à son succès au plan technique. D'abord, son aile. Et ensuite, c'est son système de refroidissement. C'est un moteur qui est, contrairement au P-47, c'est pas un moteur en étoile, c'est un moteur en ligne. C'est un moteur V12 qui est fait par une maison qui s'appelait à l'époque Allison. Et donc, ce moteur est refroidi par eau. Enfin, c'est un mélange un peu plus compliqué que c'est pas que de l'eau, mais disons, voilà, c'est refroidi par liquide. Alors, pour ça, on fait passer évidemment le liquide du moteur dans un radiateur. Et l'astuce, c'est que la maison Curtiss, justement, a fait des études assez poussées liées à encore une étude anglaise, qui est un certain Meredith, qui était un fonctionnaire chercheur anglais du RAE, de Royal Aircraft Establishment, et qui avait calculé qu'on pouvait rendre les radiateurs non pas freinants, mais propulsants. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est une invention de l'époque, c'est-à-dire qu'on utilise le fait que le radiateur donne de la chaleur au flux d'air qui le traverse. Donc le radiateur qui est devant alors, ou derrière, parce que le Mustang, il est derrière. Ah, le Mustang est derrière, pardon. Derrière, ouais. Ah, mais à l'intérieur du fuselage, on loge ce radiateur, qui prend beaucoup de place à l'intérieur du fuselage, ça je vois pas tellement vu de l'extérieur de l'avion. Mais le total, grâce à un dessin particulièrement astucieux du volume à l'intérieur, qui d'abord s'élargit, puis après se referme, puis il y a un volet qui permet de contrôler un peu le flux. Enfin bref, tout ça c'est très très bien travaillé. Et au résultat, le radiateur, au lieu de traîner, il pousse. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Deuxième point, la voilure. Alors là encore, on a un Européen dans le coup parce que en fait, il y a un bureau d'études. Alors la voilure, si on peut techniquement dire un peu plus ce que c'est. Alors c'est l'aile, c'est les ailes. Voilà, Donc les ailes, si vous imaginez scier une aile perpendiculairement à l'axe de l'avion, vous coupez et là vous regardez la forme que ça s'appelle le profil. Et le profil, en général, la partie la plus épaisse, c'est le premier tiers quand on part de l'avant, ce qu'on appelle le bord d'attaque, vers l'arrière, ce qu'on appelle le bord de fuite. Donc là, dans les profils qu'on appelle classiques, la partie la plus épaisse du profil, c'est au niveau du premier tiers. Or, la voilure du Mustang, non. C'est au niveau de la moitié de la voilure. Et qu'est-ce que ça donne ? C'est ce qu'on appelle un profil laminaire à l'époque. Et c'est tout nouveau. Ça vient d'être inventé par la NACA, qui est l'ancêtre de la NASA. Et la NACA, c'est quoi ? Ça a été créé en 1915 aux États-Unis. Et c'est une énorme administration, enfin énorme à l'échelle aéronautique, mais qui permet de regrouper ingénieurs, chercheurs dans toutes sortes de domaines, métallurgie, carburant, aérodynamique. Et oui. Et là, on a beaucoup de gens extrêmement qualifiés, dont un célèbre aérodynamicien d'origine hongroise, Theodor von Karman. Et ce monsieur a contribué aux travaux de la NASA qui aboutissent à ce fameux profil laminaire. Et grâce à cette nouvelle voilure, qu'il est le seul à utiliser à ce moment-là, le Mustang est le premier avion en opération avec ça, eh bien, on a un avion qui vole, 1, très vite, 2, très loin. C'est-à-dire que la plupart des chasseurs de l'époque ont en gros 1h15, 1h30 d'autonomie. Oui. Et le Mustang, lui, par contre, on est plus proche des 3 heures. Oui, donc, ça vaut la peine, alors, dès qu'on met des réserves supplémentaires sous fuselage ou sous voilure, c'est surtout sous voilure le Mustang, parce que sinon il y a l'entrée d'air du radiateur derrière. Donc, eh bien, on a un avion qui est capable de décoller d'Angleterre, d'aller combattre au-dessus de Berlin ou de Prague, et de revenir.
en ayant livré combat. Hein. Donc, c'est quand même extraordinaire. Le P-47 est largement dépassé. Donc, c'est un avion exceptionnel à ce point de vue-là. Ça reste un excellent chasseur. Donc, ça reste un avion très manœuvrant, qui monte vite, qui vole vite, etc. Mais qui est aussi bien conçu au niveau poste de pilotage, comme était le P-47. Alors justement, encore une fois pour nos auditeurs, là, cette fois, on a donc décrit un peu le P-47. Là, il n'a rien à voir. Hein, absolument rien à voir. Il a un nez, si on peut dire, plus pointu. Tout fin, par contre, juste en dessous, ce que vous disiez, il a, je ne peux pas dire comme un pélican, il a une espèce de grosse bosse. Une grosse bosse, et en fait, c'est les liquides. C'est ce fameux entrée d'air du radiateur. Voilà. Qui est juste derrière le pilote, en dessous le fuselage. Voilà. Donc, alors ça lui donne un look très particulier, avec ce nez très fin. Au début, on pourrait presque dire c'est le Spitfire au début, puis après, hop. Non, ça change beaucoup après. Oui, non, mais après, ça change complètement, c'est Absolument. Tout à fait. Et par contre, il a un cockpit. C'est pas au début un des P-51 qui avait le même cockpit que celui des Spitfire, non? Alors en fait, au début, ils ont des cockpits très proches. Hein, c'est les fameuses cockpits avec des montants sur les côtés. Donc les premières versions P-51A, B et C. Donc sont montées comme ça. Et puis après, on met ces fameuses verrières bulles, comme le P-47. C'est les mêmes verrières qui d'ailleurs ont été commencées chez les Anglais, sur le Typhoon, entre autres. Et donc, un autre secret qu'il faut bien dire pour le P-51, c'est son moteur. C'est qu'au départ, je vous ai dit, il y a un moteur Allison. Mais le moteur Allison américain, il est très très modeste à partir de 5000 mètres, quoi. Donc, pour faire un bon chasseur, donc les Anglais l'utilisent principalement comme avion de reconnaissance à basse altitude ou avion d'appui au sol. Et donc, les Mustangs, ce qu'ils appellent 1 et 2 chez eux. Et un jour, il y a quelqu'un qui a enfin une bonne idée sur ce sujet. C'est un pilote d'essai de la Royal Air Force qui dit, écoutez, si on montait un moteur de Spitz sur le Mustang. Et ce qui fut dit fut fait. Et en moins de temps qu'il faut pour l'écrire, on s'est aperçu qu'on avait là l'avion idéal. Donc, c'est à partir des versions B et C où on commence à avoir des moteurs anglais qui sont en fait construits sous licence aux États-Unis. C'est le moteur Rolls-Royce Merlin, comme le moteur du Spitz, mais construit aux États-Unis. Et donc là, on a un avion exceptionnel. On a un compromis entre la voilure, le moteur et ce système de refroidissement propulsif. On a un avion absolument exceptionnel. Là, c'est vraiment... en plus, il est très beau, cet avion, ça peut pas nuire. Il est très beau, il a un son aussi particulier, qu'on entendra juste à la fin de l'émission. Le fameux moteur V12, oui. Voilà, et donc il va vite, il est très maniable, et il va escorter beaucoup, il va faire de la reconnaissance beaucoup, c'est ça? Alors, la version principale, c'est un chasseur. Hein. Il est produit comme le P-47 à un peu plus de 15 000 exemplaires. Mais donc le Mustang sera principalement un avion de chasse, ce qu'on appelle de nos jours supériorité aérienne. C'est-à-dire le but, c'est d'engager les chasseurs ou les bombardiers. Mais les Allemands, à la fin de la guerre, ont plus beaucoup de bombardiers. Ils ont surtout des chasseurs pour essayer de défendre leur territoire. Et donc les Mustangs sont là pour prendre en chasse les avions allemands, quoi. Donc c'est combat de chasseur contre chasseur. Alors, c'est pas toute la carrière du Mustang, parce que déjà en 44, l'état-major américain change de point de vue, parce que l'idée c'était qu'il fallait escorter les bombardiers au début. Oui, donc la bataille d'Angleterre, comme les Allemands avaient fait ce problème. Alors l'idée des états-majors, c'est de dire il faut que le chasseur reste collé au bombardier pour le défendre. Alors en réalité, au plan pratique, c'est totalement faux, parce qu'un chasseur, il faut que ça aille vite pour pouvoir monter, virer. Et donc, si on le colle aux bombardiers qui vont beaucoup moins vite, c'est comme un chien en laisse, quoi. Donc, il est beaucoup moins efficace. Donc, les Américains vont adapter leur tactique sur des grosses formations de bombardiers. D'abord, ils font passer les Mustangs à haute altitude au-dessus, qui font des grands virages en 8 au-dessus, pour être quand même à vitesse élevée quand il y aurait à intervenir. Et puis enfin, les Américains décident une autre tactique. Ils disent, c'est pas compliqué. On envoie les chasseurs devant les bombardiers et on mitraille les bases adverses pendant que les chasseurs décollent. Alors là, le Mustang est bien moins adapté, parce que c'est un moteur à refroidissement par liquide. Et donc, ça veut dire qu'il y a tout un tas de tuyauteries qui, si elles prennent le moindre éclat ou la moindre balle, provoquent une fuite qui tue le moteur dans les 40 secondes. Donc, en appui au sol, le Mustang, c'est pas une merveille, mais bon, l'état-major avait décidé que les choses allaient se passer de cette façon-là. Et il sera utilisé après la guerre de la Seconde Guerre mondiale, en Corée, comme avion d'appui-feu, qui n'était pas vraiment l'idéal pour ce type de matériel. Mais bon,
Et ils avaient donc ferraillé leur P-47, les Américains à ce moment-là, donc il n'y avait plus que le P-51 qui était exploitable. Donc il avait 6 mitrailleuses aussi, c'est ça? C'est ça, les mêmes fameuses Browning M2, voilà, pour être précis. Et c'est du 12-7. Donc c'est une arme assez moyenne par ses qualités de vitesse initiale et de cadence de tir, mais enfin bon, c'est une arme, c'est l'arme standard de l'armée de l'air américaine. Bon, c'est quand même très efficace, hein. Alors au début, sur les premières versions, ils avaient 4 mitrailleuses, et puis quand ils étaient amenés à tirer en virage, les mitrailleuses se rayaient. Bon, fâcheux. Donc là, ils ont modifié le système de chargeur à l'intérieur de la voilure, et avec la version D, il n'y avait plus de soucis. Mais c'est quand même un armement conséquent, hein. 6 mitrailleuses, c'est quand même très utile. Surtout qu'à la fin de la guerre, commence à apparaître un nouveau dispositif, ce qu'on appelle les viseurs gyroscopiques. C'est-à-dire que quand on vise un autre avion à partir d'un avion, au canon ou à la mitrailleuse, il faut tenir compte d'un tas de choses, sa propre trajectoire, puis la trajectoire de l'adversaire. Il faut faire coïncider le point d'arrivée des balles ou des obus sur l'adversaire. Et donc ça veut dire qu'il faut tenir compte du fait que la gravité fait retomber les obus ou les balles. Il y a le virage qui complique encore l'équation. Bref, il existe au début de la guerre des viseurs qui sont simples comme une lunette de fusil, quoi. Ça vise dans l'axe. Et il faut que le pilote interprète ce qu'il voit devant lui pour viser un peu devant, un peu à gauche, un peu à droite, etc. Enfin, c'est très compliqué, et seuls quelques rares pilotes sont vraiment à l'aise avec cette technique. Et là, avec les viseurs gyroscopiques, on a un petit dispositif à l'intérieur du collimateur qui permet de faire un calcul qui ne prend pas tous les paramètres en compte, mais qui déjà améliore beaucoup ce qu'on appelle la solution de tir, et donc qui permet à un pilote lambda, on va dire, d'avoir une chance de coup au but améliorée. Très nettement amélioré. Alors, si vous voulez bien, nous restons dans le cockpit du P-51 Mustang et nous allons faire une pause musicale en même temps. Nous sommes dans les airs et toujours avec Elvis Presley. Bien, toujours sur IDFM 98 Radio Anguin, et nous sommes à bord d'un avion, un P-51 Mustang. Nous sommes dans le cockpit puisque c'est aéronautique et marine, et nous sommes avec Monsieur Alain Roland, président de l'association des Amis du Musée de l'Air et de l'Espace. Nous parlons toujours du P-51 Mustang. Oui, P-51, donc avion de légende. De nos jours, on pourrait penser qu'il a été évident dès le départ que ça allait être un avion gagnant et que les forces aériennes américaines allaient s'en équiper en masse et rapidement. Eh bien non, parce que l'avion était d'abord, je vous l'ai dit, une commande britannique. Donc il n'avait pas été inventé dans le bon bureau pour les bons clients. Et donc les Américains avaient prévu... quand la commande britannique a été lancée, de se réserver 2 exemplaires de ces avions pour pouvoir les essayer. Et en fait, ils les ont mis sur une base d'essai où ils sont pratiquement pas volés. Donc, c'était vraiment pas... c'était le vilain canard, quoi. C'était pas de chez eux, c'était pas dans le bon bureau. Bon. Et les Anglais l'ont mis en service, des 42. Et puis, petit à petit, on a commencé à s'apercevoir que cet avion avait des qualités assez extraordinaires. Alors finalement, l'armée, la composante aérienne des forces américaines a fini par s'intéresser à l'avion, mais pas comme un chasseur. On a d'abord voulu en faire un avion d'attaque au sol. Alors ça s'est appelé donc le A-36. Enfin bref, c'était ils ont mis des aérofreins sur les ailes au Mustang, c'est triste. Enfin bon. Oui. Et donc tout ça pour en faire un avion d'attaque au sol. Et puis enfin, après le montage des moteurs Rolls-Royce, etc., ils ont fini par s'intéresser à la question un peu sérieusement et le commander. Là, ils ont été obligés d'admettre que c'était vraiment l'avion qu'il leur fallait. Et donc le P-47 a été mis en service dès début 43. Oui. Mais le Mustang, lui, n'est arrivé en escadron donc en Angleterre pour combattre avec les Américains que en fin 43. Alors que les Anglais, eux, l'avaient mis en service dès janvier 42. Donc il y a eu un retard énorme à la mise en service du Mustang. Et après, il y a eu carrément une commission d'enquête parlementaire pour savoir pourquoi on avait perdu 1 an et demi pour mettre en service cet avion qui était vraiment la machine adaptée à la mission de protection des bombardiers au-dessus de l'Allemagne. Alors évidemment, ça s'est terminé par un rapport très très urbain qui ne mettait plus en cause grand monde, mais enfin il y avait quand même eu de gros soucis, quoi. Donc là clairement l'avion avait été un petit peu ostracisé, si je peux employer un terme un peu fort, par les Américains au début de sa carrière, quoi. Alors en ce qui concerne celui du musée de l'air, en fait c'est un avion qui a eu une carrière hybride. Il n'a pas connu le combat pour les forces américaines. Il a quand même été réceptionné par la 8e Air Force.
Et puis, en fait, il est resté sur les livres de la 8e Air Force, mais sans connaître d'opération. Et ensuite, il a été vendu à l'armée de l'air suédoise, qui l'a utilisé jusque dans les années 50. Et à la suite de quoi, il a été revendu à une entreprise américaine basée à Tel Aviv. Ah, c'est un peu compliqué, mais enfin bon, c'est la Marcon Air Service qui avait cet avion. Je sais pas trop ce qu'il a fait. Et un beau jour, il s'est retrouvé à Cannes avec une anomalie sur la roulette de queue à l'arrière. Mm-hmm. Et donc, les propriétaires l'ont simplement abandonné sur le terrain de Cannes-Mandelieu. Et donc, un beau jour, l'administration française a fait son travail. Bon, allez hop, l'avion a été saisi et il a été vendu au domaine. Donc, il est arrivé au musée de l'air en 68. En 68. Voilà, c'est ça. Tiens. Et donc, c'est une histoire un peu bizarre pour un avion de combat à l'origine, mais enfin bon. Alors, sur le fuselage, on voit comment dire, ce sont les victoires Oui. Alors, traditionnellement, sur un chasseur, les pilotes se faisaient peindre les victoires. Alors, donc, pour les Mustangs, c'était généralement une croix gammée qui était utilisée pour montrer la victoire qu'avait obtenue l'avion. Et donc, le Mustang du musée de l'air a été peint aux couleurs d'un escadron américain. Mm-hmm. Donc tout ça c'est classiquement pour les avions du musée de l'air, les peintures évoquent une époque. Ça n'est pas l'histoire réelle de l'avion lui-même. Oui, d'accord. Donc il a des peintures qui sont celles qu'a décidé le musée de l'air pour cet avion, mais qui ne représentent pas une valeur historique réelle. On le voit également, dans le hall aussi. Donc, oui, il est à côté du P-47. Ils sont l'un à côté de l'autre, dans le hall Seconde Guerre mondiale du musée de l'air. Ouais. Ils sont restaurés. Ils ont été restaurés. Ils ont été restaurés, repeints, remis en état, etc. Et donc, pour donner un bon aspect aux visiteurs, quand même. Oui. Alors, l'émission va bientôt s'achever. Ce que l'on va faire, on va quand même essayer de s'imaginer être à bord quelques secondes, d'être à bord d'un P-51 Mustang North American et en plein vol. Eh bien, chers auditeurs, Aéronautique et Marine s'achève avec Catherine Loubet qui présentait et notre cher invité, monsieur Alain Roland, qui nous a parlé du P-47 et du P-51. À très bientôt sur IDFM 98.